pour retrouver. Alors, les diagnostics du Jing, ça maintenant, ça va aller de soi parce qu'on en a beaucoup parlé, je crois que c'est assez clair. Donc, vous avez parlé de l'équilibre, de la stabilité. Alors, ça, c'est une des fonctions des reins. L'équilibre émotionnel, l'équilibre physique. Donc, l'équilibre en général du corps et de l'esprit. Donc, par conséquent, tout ce qui est instabilité, les vertiges, les pertes d'équilibre, mais aussi instabilité de l'humeur, hein, les montagnes russes émotionnelles, l'activité. Hein, alors ça, par exemple, un exemple très bon de ça, ça serait bipolaire. Bon, vous savez, une activité frénétique à un moment et puis la chute de l'autre côté. Il y a un déséquilibre entre le foie et les reins en particulier. Le manque d'énergie, la fatigue chronique et l'instabilité du sommeil. Alors, l'instabilité du sommeil est liée à la déficience des reins. C'est plutôt se réveiller pendant la nuit. C'est comme les reins n'arrivent pas à ancrer le sommeil. Le yin des reins ne parvient pas à calmer le feu du cœur. Donc ça va être le genre de sommeil, vous vous réveillez plusieurs fois durant la nuit, même si on se rendort, mais il n'est pas ancré. Parce que les insomnies peuvent avoir des causes différentes. Donc par exemple, les problèmes d'endormissement, ça ce sera plutôt la rate. Se réveiller brutalement vers 3 heures du matin, ce sera plutôt le foie. Donc il y a différentes raisons, mais donc cette difficulté à ancrer le sommeil, des réveils et des endormissements, ce sera plutôt les reins. Et une énergie bien enracinée. Alors, la déficience en bas, l'excès en haut, ça c'est un dicton de la médecine chinoise qui explique beaucoup de pathologies. C'est-à-dire vous avez une déficience au niveau des reins qui n'ancre pas et du coup il y a beaucoup d'excès en haut. Ce que ça veut dire excès en haut, c'est par exemple agitation mentale. Ça peut vouloir dire aussi des problèmes psychiques. Ça peut vouloir dire aussi hypertension. Ça peut vouloir dire migraine. Donc vous voyez, ça a beaucoup de... C'est encore une fois cette image des reins qui ne parviennent pas à ancrer l'énergie. Donc on parlait de bipolaire, ça peut être ça aussi. Quand il y a cet excès qui va vers le haut. Excusez-moi. Et pour les anorexies, on dit que les anorexies sont des gens qui ne sont pas ancrés du tout dans la terre, qui sont voilà, évanescents. Oui, alors eux, c'est plutôt au niveau de la rate que ça se passe. Néanmoins, une anorexie à long terme va finir par endommager les reins. Donc si ça dure trop longtemps, bien les reins sont atteints. Au départ, c'est plutôt un déséquilibre entre la rate et le foie. Je vais vous passer celle-là pour le sinus de la dose. C'est quoi? Ça s'appelle Sinus Clear. Donc, il y a du romarin, de l'eucalyptus, du sapin. C'est pas de la radie? Non, l'eucalyptus. Ok? Alors, c'est-à-dire une alternance d'agitation et de fatigue. Le diagnostic du Jing inclut aussi donc l'éclat et l'épaisseur de la chevelure. D'accord? Des cheveux fins, prématurément blancs ou la perte de cheveux indique un affaiblissement du Jing. Température corporelle stable. Ah, pardon.
température corporelle stable, toujours cette notion de stabilité. Donc, s'il y a des excès de chaleur, des excès de froid, l'intolérance de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre, c'est aussi les reins qui s'affaiblissent. Donc là encore, pensez-y, c'est souvent le cas en vieillissant. Vous avez par exemple aux États-Unis, on les appelle les snowbirds, les oiseaux de neige, c'est-à-dire quand il fait trop chaud, ils viennent vers le nord, et quand il fait trop froid, ils vont vers le sud. Et c'est en général des retraités, des personnes qui maintenant, encore une fois, il y a de l'espoir. Bonne audition et une bonne acuité sensorielle, c'est-à-dire, on a vu les oreilles, mais comme je vous l'ai dit au début, si vous vous souvenez hier, le fait qu'on voit et qu'on enregistre bien ce qu'on voit, le fait que tous les sens, en général, d'abord parce qu'ils dépendent du cerveau, qui est la mère de la moelle, et tous les sens, en général, ont une composante de rein. C'est-à-dire que la perte d'audition, la vue qui s'affaiblit, tout ce qui vient avec l'âge sera considéré comme une perte, un affaiblissement du gène. Par contre, une myopie soudaine, je ne sais pas moi, à l'adolescence, peut être autre chose. Ça peut être aussi les reins, mais ça peut être aussi autre chose. Donc, en particulier, ce qui s'affaiblit avec l'âge. Donc, les acouphènes, la surdité, le déclin de toutes les facultés sensorielles, la vue, parole, mémoire, goût, odorat. Un bon équilibre, une démarche aisée, avoir les reins solides, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, les gens qui ont les reins solides, qui parviennent à soutenir les chocs de la vie et à continuer, ben voilà, tout ça fait partie du gene. Au contraire, des équilibres, marche hésitante ou compromise, ou mal de dos chronique, et aussi, je vais dire, susceptibilité au choc. Là encore, bon, c'est loin d'être l'apanage des personnes âgées, mais disons qu'on en voit beaucoup. Souvent, vous voyez chez les personnes âgées, une panique qui vient facilement avec les moindres petits événements. Tout de suite, et parfois on a du mal à le comprendre, mais c'est pas grave. Sauf que pour eux, c'est grave. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus les reins solides. Donc le moindre événement prend des dimensions gigantesques. On peut leur rééquilibrer. Bien sûr. Oui. Là, c'est des mauvaises nouvelles. Après, on comprend. Alors, le Jing, ça veut dire aussi sexualité vibrante, bonne fonction reproductrice. Donc, tout ce qui est désordre menstruel, problème de prostate, frigidité, impotence, absence de libido excessive, infertilité, addiction sexuelle, soit proviennent d'un Jing déficient, d'une énergie des reins déficiente, c'est-à-dire qu'il y a un excès de feu, qui n'est jamais un peu comme un feu qui consume tout et qui n'est jamais satisfait, ou ça peut entraîner une déficience au niveau des reins. Un bon équilibre hormonal. Alors, tout ce qui est désordre endocrinien, donc n'oublions pas que quand on dit hormones, on a tendance un petit peu de nos jours, ça on en a parlé dans la santé au féminin au mois d'avril, mais on a tendance à penser hormones à progestérone, testostérone et puis estrogène. Mais il y a beaucoup d'autres hormones. Il y a les hormones de la glande pituitaire, il y a les hormones de la glande pinéale, il y a les hormones de la glande thyroïde, les hormones du pancréas, l'insuline, qui fait partie du système endocrinien. Donc, le système hormonal dans son ensemble, ce n'est pas seulement les hormones du système sexuel.
Donc on a vu bon réflexe, instinct, intuition et sens d'autopréservation. Donc réflexe ralenti, manque d'intuition, sujet aux accidents. Hein, les personnes, vous en connaissez sans doute, des personnes qui semblent aller d'un accident à un autre. Ça, c'est les Sanpaku. Ça va de pair avec Sanpaku. Je me souviens d'un monsieur qui venait, il venait pas très très régulièrement à la clinique communautaire, c'était quelqu'un de la petite ville, mais qui venait, je dirais, une fois, peut-être tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Mais assez régulièrement quand même. Après ça, il venait plus. Mais il venait et à chaque fois, il avait eu un accident. Donc la première fois, c'était, il avait mal, il était tombé de l'échelle. Ok. Deuxième fois, un mois plus tard, un mois et demi plus tard, il avait très mal parce qu'il s'était mis derrière une mule qui lui avait lancé un coup de pied. Donc j'ai commencé, c'était devenu un peu une blague quand il rentrait dans la clinique. Alors, c'est quoi cette fois? Et ça ne ratait jamais. Il y avait toujours quelque chose. Alors, il avait des poches sous les yeux extrêmement prononcées et puis les yeux s'arrêtent. Donc, mais je pense aussi quand on a plusieurs fois un truc, après on se dit, bon, bah, il m'arrive toujours quelque chose, je pense qu'on porte une intention. C'est possible. C'est possible. Ce qui va ensemble. Ouais. Ce qui va ensemble, ben oui. Parce que quand on a les reins solides, on se dit, ah ben ça m'arrive une fois, mais terminé. Mais oh là là. C'est-à-dire se sentir victimisé par la vie. Hein? C'est souvent le Sanpaku du bas. On a l'impression, oh bah oui, ça. Ah bah c'est bien à moi. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ces choses-là. Est-ce que ça a un lien avec la confiance en soi? Bien sûr, bien sûr. L'amour-propre, vous vous souvenez, on a vu ça. Confiance en soi, quand il m'arrive un coup dur, on ne va pas m'y reprendre, hein, terminé. Donc ça aussi, la répétition des mêmes erreurs, la difficulté à apprendre, hein, ça peut en faire partie. Bonne intelligence et bonne activité cérébrale, encore une fois, le cerveau c'est la mère de la moine. Donc tout ce qui est malformation de naissance, génétique, perte d'intelligence et des fonctions neurologiques, Alzheimer, autisme, démence, etc., représentent une déperdition, un affaiblissement du yin. Et en particulier, dans un premier temps, du yin. Par exemple, dans le cas d'Alzheimer, on a vu dans des autopsies que certains cas d'Alzheimer, le cerveau ne faisait plus qu'un quart de son volume initial. C'est-à-dire qu'il se dessèche complètement. Courage, volonté, détermination, sens de l'aventure, on l'a vu, donc peur, timidité, manque de foi, paralysie, désespoir. Héritage génétique solide et vieillissement gracieux, le bien vieillir dépend de la santé des reins. Ça, c'est pour ça que les orientaux font tellement attention. Après 50 ans, je dirais vraiment que les Chinois de la vieille école, hein, peut-être pas la jeunesse d'aujourd'hui, mais systématiquement, après un certain âge, ils prenaient tous les toniques des reins. Donc le ginseng en fait partie, mais pas que le ginseng, hein, on va en voir tout à l'heure. Ok, donc pour résumer, la santé des reins et du yin, voilà ce qu'elle doit inclure. Équilibre entre repos et activité, temps de repos et de calme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire ne rien faire ni d'avoir une attention ou un travail très soutenu, mais savoir se reposer. Et il faut bien reconnaître que vous avez parfois des gens, je vais prendre l'exemple du maître bouddhiste Thich Nhat Hanh, n'est-ce pas, qui est extrêmement lent dans tous ses gestes, dans sa parole. C'est-à-dire que, et il fait un travail immense.
Mais il a trouvé comment amener le repos et le calme avec la méditation au sein même de ce qu'il fait. C'est-à-dire que même si on ne fait pas grand-chose, mais si on est très agité en le faisant, on va être épuisé de pas grand-chose. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent fournir un effort très soutenu et qui arrivent à trouver au sein de l'effort, au sein du yang, qui arrivent à trouver le yin. Par contre, vous avez des gens qui vont bien faire ou qui vont se mettre en vacances, mais qui vont être épuisés à la fin des vacances. Ça arrive souvent, n'est-ce pas? Parce que là, c'est l'inverse. Il va y avoir un feu du yang qui n'arrive pas à s'éteindre, qui va rester malgré le repos. Donc, on a parlé aussi de relaxation profonde, des plans et projets à long terme, sens de l'aventure et de la découverte, aller de l'avant, le mouvement, sens de connexion spirituelle, pratique spirituelle, quelle qu'elle soit suivant la sensibilité individuelle, donc la prière, la méditation, la contemplation, le temps passé dans la nature, des marches dans la nature sont excellentes. Sens de connexion avec nos ancêtres, on en a parlé ce matin, et bien sûr cascades, rivières, lacs, montagnes. Tout ce qui est le son de l'eau, et les ions négatifs de l'eau qui vont calmer le système nerveux. Tout ce qui rafraîchit et équilibre le feu du yang. Alors, on dit, un dicton de la médecine chinoise, c'est les reins abordent le froid. Abordent le froid. Ils n'aiment pas le froid. Donc, ce que ça veut dire, là, on va commencer à voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire pour régénérer les reins et en tout cas éviter de les endommager davantage, pour éviter les endommager. Aliments chauds. Alors, ce que ça veut dire, c'est pas forcément quelque chose qui est passé à la cuisson. Mais, donc par exemple, on va dire, oh ben oui, il ne faut pas de cru. Ben, ça dépend, parce que de nos jours, vous avez beaucoup de personnes qui mettent des trucs cuits au frigo, je ne sais pas, un morceau de pizza, qu'ils sortent du frigo et qu'ils mangent froid. Donc ce n'est pas simplement la distinction, ce n'est pas uniquement la distinction cuit ou cru. Mais donc éviter le froid, le glacé et ce qui sort du frigo. C'est-à-dire que l'idéal, c'est que tout ce qui sort du frigo, il faudrait le laisser au moins une demi-heure à température ambiante avant de le manger. Le froid endommage les reins. Et en particulier, bien sûr, le système digestif. Il y a une paralysie du système digestif, donc du coup, l'eau des reins n'est pas renouvelée. Alors, il y a des épices réchauffantes qui sont utiles à la fois pour la rate et pour les reins. Et quand je parle d'épices, c'est pas les piments, c'est pas les épices violents, hein, mais les épices, ce qu'on appelle les aromates, les herbes aromatiques. Hein, le gingembre, le cumin, la cannelle, le thym, le laurier, le romarin. Tout ce qui va légèrement réchauffer la nourriture. Et par exemple, vous avez dans la tradition française, il y a beaucoup ça. Par exemple, je ne sais pas moi, les clous de girofle dans le lapin, dans la soupe, dans le poivre également en petite quantité, des choses comme ça qui vont... Alors là-dedans, ce qu'on verra, c'est que la cannelle en particulier est vraiment un tonique des reins. On en parlera tout à l'heure. Réchauffer la région des reins et l'abdomen, ça vous connaissez bien, hein, c'est ce qu'on fait en Qigong, mais que vous pouvez accentuer avec des compresses sur les reins, des bains de pied avec du sel. Alors pourquoi bain de pied avec le sel?
c'est la saveur qui soutient l'autre. Ok, très bien. D'une part, c'est la saveur qui soutient le rein, le sel. Hein, donc, du sel dans l'eau, du sel dans un bain de pied, oui. Pourquoi encore? Pourquoi les bains de pied? Pour réchauffer le rein dur. Alors, il y a le 1 du rein, et puis tous les points autour de la cheville, n'est-ce pas? On a vu le méridien du rein qui va autour de la malléole interne et qui monte. Donc, bien sûr, tous les points du rein et de la vessie, puisque d'un côté, on a les points du rein et de l'autre côté de la cheville, on a les points de la vessie. Donc, pour tonifier les reins. Du coup, c'est des bains chauds ou c'est des bains Chaud. Oui. Et ce qu'on veut faire également, en général, on va dire, ce sont des bains chauds. Ce que l'on veut faire également, c'est que d'un point de vue énergétique, quand on veut tonifier les reins, on veut aussi aider à drainer, vous vous souvenez, déficience en bas, excès en haut, drainer l'excès d'énergie qui est en haut dans le corps. Okay. Donc, si vous voulez, de ce point de vue énergétique, pour tonifier les reins, pour calmer le feu du cœur, les bains de pied sont plus efficaces ou plus ciblés qu'un bain de tout le corps. Ça ne veut pas dire que les bains de tout le corps sont pas bons, hein, c'est pas ça, mais énergétiquement, il y aura davantage de drainage et davantage de tonification parce que c'est plus ciblé sur les pieds et les reins. J'avais vu une émission en Chine où il y a une mamie qui mettait des écorces d'orange avec des poireaux et du sel. Je ne sais pas si vous savez comme Vertine, c'est une vieille mamie, 90 ans. Oui. Déjà dans le poireau, il y a pas mal de soufre. Des écorces d'orange. Et des écorces d'orange. Ça me semble bien agréable. Donc ça l'a. Ouais, ça l'a. Ouais. C'était ancestral, hein, c'est pas elle qui Ancestral, l'avait. Alors les écorces d'orange, maintenant je ne sais pas pourquoi elle le faisait particulièrement, mais les écorces d'orange, c'est un remède de la vésicule biliaire en médecine chinoise. Donc est-ce que c'était aussi pour enlever les toxines au niveau du foie et de la vésicule? Possible. En tout cas, ça sent bon. Je peux avoir une question, je vais peut-être dire une bêtise, je ne sais pas. Quand on met du sel dans l'eau, donc on acidifie en fin de compte la solution, est-ce qu'il n'y a pas une extraction via le corps d'éléments basiques? Ben, c'est l'inverse, le sel est basique. Le sel est basique, surtout si c'est un bon sel. Ouais. Il est basique, il n'est pas acidifiant. C'est Le sel de table D'accord, voilà, est acide, le sodium est acide. Mais un bon sel, au contraire, est basique. Ouais. Parce qu'il est riche en minéraux. Donc pour le bain de sel, pour le bain de pied, on prend n'importe quel sel ou on prend Un bon sel, un gros sel, un sel de bonne qualité. Vous ne voulez pas du sodium, un sel de table, non. D'abord, il en faudrait beaucoup. Du sel de mer, même comment les sels d'Epsom, aussi, de magnésium, de mer. Tout ça, c'est bon. Ok, donc, compresse d'huile de ricin, en particulier sur l'abdomen. Ça peut vraiment aider, ça, quand il y a vous savez, des macérations, des infections fongiques au niveau de l'abdomen, de faire des compresses d'huile de ricin sur l'abdomen. Je pas facile. Oui, c'est-à-dire, on va les voir dans une minute. Et comment la se diffuse justement? Parce que moi j'ai beaucoup de mal avec comment on fait pour que ça pénètre? C'est très collant. On va en parler dans une minute, parce qu'on va les regarder, les compresses. Alors, voilà ce qu'on a vu ensemble, hein, le méridien du rein, qui commence sous le pied. Donc pour trouver le point 2, vous allez en diagonale vers le point 3. Ensuite, il fait un petit cercle vers le talon d'Achille, vers le tendon d'Achille. Le point 6 se trouve juste sous la malléole interne. Et puis, il repart comme ça et finit. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, au niveau de la poitrine, il bifurque
le point à partir jusqu'au point 16 et au-dessus jusqu'au point 21, en fait, il suit un demi-tsun le long du vaisseau conception. Il est tout à côté du vaisseau conception. On en a parlé ce matin. Voilà, ça c'est le méridien du Rhin. Qu'est-ce que je voudrais amener à votre attention ici? Les points avec lesquels on va travailler le plus au départ, hein, le point 1, bien sûr, le point 3. On travaille beaucoup avec. Dans le Qigong des reins, mais ça sera en dernière année, on travaillera beaucoup avec le point 10 qui est derrière le genou. Enfin, pas derrière le genou, mais parallèle. Derrière, c'est le point de la vessie. Et le point 16, il est parallèle avec un point que vous avez déjà vu, qui est le point 25 de l'estomac, au niveau du nombril. C'est-à-dire on a toute une série de points. Le premier, juste à côté du nombril, de chaque côté, c'est le 16 rein. D'accord? Et après ça, on a le 25 estomac. Donc voilà maintenant le méridien de la vessie, hein, comme je vous disais, ce long méridien. Donc vous voyez ici comment de chaque côté de la cheville, d'un côté on a le point 3 des reins et de l'autre côté on a le point 60 de la vessie. Donc dans le Qigong des reins par exemple, il y a souvent un mouvement que l'on fait où on se baisse et où on tient la cheville de chaque côté pour tonifier le point 3 et le point 60. En acupuncture, c'est un point que régulièrement je faisais en faisant traverser l'aiguille d'un côté à l'autre. C'est impressionnant. Quelle horreur. Les gens s'en aperçoivent même pas. En De plus, son côté à l'autre. on ne le fait pas sortir de l'autre côté. Vous voyez, moi je mettais par exemple, je faisais rentrer, et je dis je, hein, tous les acupuncteurs font ça, mais voilà, je mets l'aiguille souvent au point 3, mais parfois c'était de l'autre côté, au point 60. Mais si je commence au point 3, je mets mon doigt au point 60, je fais rentrer l'aiguille, et dès que je sens l'aiguille derrière mon doigt, j'arrête. C'est-à-dire on ne transperce pas de l'autre côté. Mais c'est bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que vous faites, avec une aiguille, vous faites 2 points, vous faites tout. Donc c'est super. C'est même pas ça que j'en Non, il n'y a pas de sang. Et la plupart du temps, quand on fait le point, les gens ne s'aperçoivent pas qu'on va de l'autre côté. C'est facile. Donc, j'en avais parlé, donc vous voyez le point au visage, donc le point de le méridien de la vessie, il commence au point de l'œil interne. Il va ensuite au point 2, au point des sourcils. Ça, ce sont des bons points en acupuncture ou en massage qui peuvent aider les problèmes de dos. Parce que justement, le méridien passe par le dos, par le bas du dos. Et en fait, j'avais découvert l'efficacité de ces points pour les problèmes de dos à une époque où je faisais des traitements du visage avec l'acupuncture. Et que, donc ça c'est un point que l'on fait, et qu'il y avait des personnes qui me disaient qu'après le traitement, leur mal de dos avait disparu ou allait mieux. Alors que j'avais rien fait pour le dos. Vous voyez, aucun point, et donc uniquement les points du visage. Ensuite, donc, il passe à partir du point 2, il va tout au long du scalp, jusque derrière dans l'occiput. Et donc, au dos, on a les 2 lignes
les deux lignes qu'on a vues ce matin, où tous les organes. Vous voyez, tous ces points, ce sont les points où viennent se brancher les organes. Et ça, c'est le méridien de la vessie. C'est le méridien de la vessie. Hein. Donc, on a le point 13, et on les reverra ceux-là. Le point 13 qui est le point des poumons, le point 14 qui est le point du cœur, on a le point 15 qui est le point du diaphragme, on a le point 18 qui est le point du foie, 19 qui est le point de la vésicule, 20 qui est le point de la rate, 21 de l'estomac, 23 des reins, etc., etc. On continue, 25 avec les intestins, la vessie. Donc, tous les points viennent se brancher. Et puis ici, il y a un point important derrière le genou, qui est le point 40. 40 de la vessie. Et ça, c'est un point qui est... Vous vous souvenez, je vous ai parlé des points de commande. Il y a 4 points de commande en acupuncture. Et donc, le point 36, c'est le point de commande de quoi, le point 36? Pas l'estomac. Enfin, l'estomac aussi, mais le point 36, c'est le point de commande de quoi? Ah oui, Alors, l'énergie postnatale, les points de commande de quoi? L'estomac. Non. Un point de commande d'une zone du corps. Ah oui, De l'abdomen, voilà, de tout l'abdomen. Donc, le point 36 de l'estomac, point de commande de l'abdomen. Ça veut dire que tous les problèmes à l'intérieur de l'abdomen peuvent être adressés au travers du point 36. Ok? Le point 40, c'est le point de commande du bas du dos. Donc, un point important pour... Oui, sciatique, lumbago. D'ailleurs, pour les lumbagos aigus, si vous êtes dans cette situation-là, plutôt avec un proche ou pour vous-même, parce que sinon, vous hésiterez peut-être, mais si vous pouvez trouver, comment est-ce qu'on dit en français, lancet? Une petite lance. Une petite lance, vous savez, pour faire venir du sang. C'est aiguille, quoi. Oui, c'est pas vraiment des aiguilles, C'est l'essence. Non. Des ventouses. Non, c'est une petite lance qui a un petit truc triangulaire, donc c'est fait exprès. Oui, mais c'est vraiment tout petit. Hein. C'est pour doser la glycémie, ce genre de choses. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça s'appelle un lancet. Bon, je chercherai le mot pour le dire. L-A-N-C-E-T en anglais. Donc, c'est comme une petite lance avec un petit bout triangulaire, ce qui permet, parce que le truc pour la glycémie, ça suffit pas pour le point 40. Mais donc, vous passez, puis vous faites et vous serrez pour faire sortir un peu de sang. Hein. Ça peut aller de 1 goutte à une dizaine de gouttes. Voilà. C'est pour enlever la douleur vous savez, de douleur aiguë des lumbagos. Quand vraiment c'est coincé et que ça fait très très mal. Au point 40. Alors le point 40, il est là. Et sur le côté, derrière le genou. Alors, vous allez le sentir si vous prenez votre... derrière le genou, il est lui aussi, il est entre 2 tendons. Donc, cherchez les 2 tendons. Et juste entre les deux, c'est le point 40. Il y a une grosse... Entre les deux. ah non, c'est large. C'est très large. C'est pas si large que ça, c'est la largeur d'un doigt. La largeur d'un doigt et vous cherchez l'indentation. C'est dans la les tendons extérieurs et intérieurs. Deux tendons à l'intérieur
l'arrière-muscle, entre les deux, c'est le point 40. Je sens que t'as trop d'humour. Hein? Je sens que t'as d'humour. Je sens que t'as Ah bah zut alors. Comment je fais? Ben, faut que tu fléchis le genou 2-3 fois jusqu'à ce que tu sentes apparaître l'autre. Parce qu'il est là, c'est sûr. Il est là. Mais encore une fois, pour le moment, je vous les invite. On fera du travail plus précis, les chercher. La semaine qu'on fera ensemble, on va beaucoup travailler sur tous les points, comment les trouver. Donc pour le moment, jouez un petit peu avec tout ça, voyez si vous pouvez pas la vessie. Mais là, on a Non, 4 points de c'est commande. derrière. Derrière. On a 4 points de commande. Oui, ben pour le moment, on n'en a vu que 2. D'accord? Vous voulez savoir les 2 autres? Oui, je peux savoir. Ok, donc c'est 4 points de commande. Ah, vous en connaissez un en fait. Le point 7 du poumon, qui est un point de commande de toute la nuque et de la région occipitale. Donc les vertèbres cervicales, donc toute la nuque. Ça, c'est le point 7. Les résultats Syndical. toutes les cervicales, toute cette région. Et puis, il y en a un que vous connaissez peut-être, le point 4 du gros intestin, c'est le point de commande de tout le visage. Le point 4. Gros intestin. Donc, par exemple, pour notre amie, Teresa, pour notre amie Teresa, qui a une sinusite, eh bien, ça, c'est un bon point. Le point 4 du gros intestin. Il est bien, ce point, c'est un point qui est bien pour les maux de tête frontaux. Et pour tout ce qui est donc sinusite, tout ce qui est par rapport au visage. Mais on prend des deux côtés ou Oui, tu peux prendre des deux côtés, absolument. C'est un point de relâchement. Comment? Un point de relâchement. Plutôt, oui. C'est ça. Oui. Et moi, c'est celui-là qui est passé le 5. Il y a que celui-là qui. Non, il y en a d'autres. Ok? Mais là encore, on les verra. Et là, je fais ça aussi. Hier soir, j'ai passé le 7. Donc 7, 4, ça y est, vous les avez tous les 4, 36 et 40. D'accord? Oui. Donc tout ce qui est le front, alors voilà, mal de tête frontale, c'est moins efficace pour les migraines. Hein? Par contre, les migraines qui sont derrière les yeux, oui. Hein? Si ce sont des migraines vraiment sur le côté, le point 3 du foie sera plus efficace. Le point 3 du foie, de toute façon, il est bien pour tous les maux de tête. Hein? Celui-ci, c'est plus les maux de tête frontaux, les maux de tête liés aux problèmes d'estomac. Et le point 3, c'est celui-là qui est en dessous. Non, ça c'est le point 3 des reins. Ah, ok. C'est celui qui est en dessous du pied. Le point 3 du foie, c'est celui-là. Ah, Le point de la joie. D'accord? Et on peut toujours les faire rembourser. On peut les faire rembourser. Pour un mal de tête, bah non, je ne ferai pas au Roxa. Ouais. D'abord, la fumée risque de gêner. Ouais. Oui, on peut faire le 3 au Moxa, mais je pense que pour les maux de tête, en fait, la pression est mieux. Ouais. Parce que c'est juste rapidement de décrire le sens complet du méridien, parce que c'est dans le genou, et après ça remonte vers le dos. Oui, il remonte pour reprendre la deuxième branche. Il y a un passage en interne. Voilà, il y a tous les méridiens. Alors, là aussi, pour le moment, on voit juste les méridiens externes, mais tous les méridiens ont des branches internes. Donc, par exemple, on a vu le méridien du foie. Eh bien, le méridien du foie, il a une branche interne. C'est le seul méridien yin qui a une branche interne qui va jusqu'au bas. Ça, c'est intéressant d'ailleurs.
Mais j'essaie de pas trop vous en donner à la fois, pour pas, parce qu'on n'a pas encore vu, mais oui, tu as raison. Hein. Les méridiens, c'est-à-dire il y a les cours d'eau qui apparaissent à la surface, et puis il y a le parcours souterrain. Même là où ils émergent, ils viennent déjà de plus loin. Par exemple, quand on dit le méridien du cœur, il émerge au point 1, hein, eh bien lui, il vient déjà plus profondément au niveau de l'intestin grêle. Donc, il y a des branches internes, et nous, ce qu'on travaille, parce qu'on travaille avec l'acupuncture, on va travailler plus avec les branches externes, les branches en surface. D'accord ? Une question que je me suis souvent posée, quand on appuie sur un endroit et que ça nous déclenche un point précis à distance, il y a des chances que ça soit sur le même méridien? Pas forcément. Ça s'appelle des boucles de méridien, des boucles énergétiques. C'est pour cela, mais là encore, vous allez tellement vite. Vous pourrez tout vous dire à la fois. Je vais simplement vous donner une petite indication. Si ce matin et ces temps-ci, très gentiment, là aussi, en fait, vous bénéficiez du travail avec les autres promos parce que c'est quelque chose, surtout la première où ils ont eu beaucoup de mal. Donc, je me suis rendu compte qu'il fallait l'introduire plutôt et tout doucement. Donc, on a parlé du taïn, hein, du grand yin, taïn du poumon, taïn de la rate. Okay? C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un point réactif, ça peut être le long de la boucle du taïn, de l'autre côté, peut-être à la rate. Donc, ce n'est pas forcément le même méridien. Ça peut être le même méridien, mais ça peut être suivant la boucle taïn, par exemple, ou la boucle taïn. D'accord? Ok. Alors, au niveau du travail sur les reins, au niveau du massage, au niveau de la tonification, hein, tout ce qui va permettre soit de masser le méridien, soit de l'étendre, hein, soit de l'étirer, hein, ou bien sûr ce que vous connaissez déjà en Qigong, hein, de taper les reins, puisque les reins n'aiment pas le froid. Donc tout ce qui va leur permettre de faire circuler l'énergie, de les tonifier, va aider. Ici, cette pose-là, bien sûr, qui va permettre d'étirer. Ah, on a notre ami qui fait du yoga, Simon, c'est ça? Tu faisais pas du yoga ce matin? Ah non, je suis kiné. Ah, t'es kiné. Ce matin, c'était du mézières. D'accord, d'accord. Bon, tu faisais un peu des choses dans son... Ce qui revient toujours un peu à la même chose quand même. Hein. C'est-à-dire, voilà, on travaille aussi sur des méridiens. Alors, pour les compresses, on en a parlé un petit peu. Voilà quelques compresses, en particulier la compresse de gingembre. Alors ça, la compresse de gingembre, si vous avez vraiment un problème sérieux au niveau des reins, si vous voulez vraiment régénérer vos reins, un hiver, mettons cet hiver, vous dites, ah j'en ai marre, je veux retrouver ma forme, ma pêche, je veux plus de mal de dos, je veux des reins en bonne forme, je veux rajeunir et être en pleine forme pour le printemps, il y en a marre, ça suffit. Et bien voilà, c'est un peu contraignant, ça prend du temps. Donc il faut vraiment une belle détermination pour commencer. Si quelqu'un peut vous le faire, c'est l'idéal. Mais on peut se le faire soi-même. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre une grande marmite et la remplir d'eau, faire venir l'eau à ébullition, et puis après la laisser frémir. Pendant que l'eau vient à ébullition, vous prenez un bon morceau de gingembre et vous râpez le gingembre. Alors l'idéal, c'est des petites râpes en porcelaine, hein, des râpes à gingembre, que vous râpez bien, jusqu'à ce que vous obteniez à peu près l'équivalent d'une, on va dire, une balle de golf ou de ping-pong. Une grosseur à peu près comme ça, une belle petite boule de gingembre que vous mettez dans de la gaze, comme ça, et que
ou dans un mouchoir et que vous serrez bien. Ensuite, lorsque l'eau frémit, vous pressez cette boule de gingembre pour faire couler le jus dans l'eau. Mais il ne faut pas que ça boue, parce que si ça boue, ça va s'évaporer et enlever les propriétés aromatiques. C'est pour ça qu'il faut que l'eau soit frémissante. Donc, Si tu attaches la petite boule, tu la mets dans l'eau. non, ça fait pas la même non, chose. non. D'abord, pressez la petite boule pour bien extraire le jus et après, on peut la mettre dans l'eau. Pour que vraiment le jus se mélange bien avec toute l'eau. Donc en 2 phases. Donc on presse le gingembre cru, c'est ça, je comprends bien? Oui. Il y a du jus qui sort avec. Ah oui, énormément. Énormément. Maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de jus, c'est que le gingembre il est mauvais. Sinon, c'est incroyable ce qui sort. Des proportions d'eau. Non, une grosse marmite. Une grosse marmite et une boule. Et on ajoute le jus à côté. Alors, on commence. On met dans la Dans votre grosse marmite, vous pressez le gingembre. Lorsque c'est bien pressé et qu'il n'y a plus rien qui sort, vous pouvez laisser tomber la compresse dans l'eau. Parce que vous pourrez l'utiliser pour vous frotter la peau, par exemple, sous la douche. C'est sympa d'avoir pour réchauffer. Et donc, vous laissez une vingtaine de minutes. Alors, attendez, j'ai pas fini en fait. Avant, oui, si, c'est ça, une vingtaine de minutes. Voilà, une fois que l'eau est bien pleine de gingembre, il vous faut à peu près 3 serviettes. Il faut 3 serviettes. La première que vous allez mettre comme ceci. Ouais. Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Mais pour être intelligent et ne pas se brûler les mains, eh bien on laisse sortir une partie par laquelle vous allez pouvoir prendre la serviette, l'essorer sans vous brûler les mains, parce que si vous mettez tout, si vous laissez tout tomber dans la casserole, vous aurez des difficultés pour ne pas vous brûler les mains. D'où l'intelligence de ce petit dessin, pour vous montrer qu'il faut garder 2 parties sèches pour pouvoir bien essorer la serviette. Et bien sûr, cette serviette, elle va être toute fumante, très chaude, et à ce moment-là, vous allez la poser sur les reins. Alors, il ne faut pas brûler le dos quand même, c'est-à-dire, très souvent, quand je fais ça, quand je me le suis fait moi-même, quand on me l'a fait ou quand je l'ai fait à quelqu'un, ce qui est bien, c'est de poser un tout petit peu, oh, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Ok, on soulève. Jusqu'à ce que finalement, ça puisse être supportable. Dans ce cas-là, vous la laissez et vous la recouvrez d'une autre serviette sèche pour garder la chaleur. Pendant ce temps-là, ça va prendre 5-10 minutes, pendant ce temps-là, vous prenez une autre serviette que vous mettez là, toute prête. Dès que l'autre est froide, vous la remplacez donc, par celle qui est chaude et vous remettez celle qui est froide dans l'eau. Donc vous faites cela entre 20 et 30 minutes, de changer les serviettes. Ça, c'est une vieille remède japonaise et qui est vraiment excellente pour tout ce qui est alors mal de dos chronique, pour les calculs rénaux, également pour dissoudre les calculs dans les reins. Je me souviens d'une méditation dans un centre zen où un monsieur avait vraiment très mal, vous savez, ces douleurs très aiguës, vraiment qui signalent des calculs dans les reins. Et on a pensé qu'il allait falloir l'emmener à l'hôpital, mais comme de toute façon ça allait prendre du temps, on était assez isolés. En attendant, on lui a fait des compresses, comme cela, et ça a suffi.
Bon, je ne dis pas que c'est le cas à tous les coups, hein. Mais ça, vraiment, c'est très utile pour dissoudre tout ce qui est calcification, pour tout ce qui est excès d'humide dans les reins, et tonifier les reins parce que le gingembre a la capacité, la caractéristique d'aller très profondément. Donc ça amène la chaleur très profondément dans les reins et ça va vraiment aider l'énergie des reins. Et sinon, tu le fais à quelle fréquence? Comment? On le répète à quelle fréquence? Alors ça dépend des besoins. Dans les cas aigus, vous pouvez faire tous les jours, hein, sur une semaine. Le plus souvent, ça sera 2 à 3 fois par semaine. Et puis, si vous voulez vraiment faire quelque chose, par exemple, vous décidez cet hiver, voilà, vous allez faire un traitement pour les reins pendant plusieurs semaines, vous allez le faire 1 fois par semaine. Ça dépend de la sévérité de ce que vous avez à régler. Excuse-moi, juste les 20 minutes qu'on le laisse dans le casserole, c'est toujours à l'eau bouillante ou on éteint le feu? Alors, vous pouvez la garder à feu très doux. Hein. Souvent, moi, quand je faisais, je prenais un petit réchaud que je mettais près du lit, par exemple, et que je laissais, mais vraiment à température très très basse, juste pour... Parce que sinon, l'eau a tendance à se refroidir un peu vite, quoi. Donc, c'est le mieux, si vous pouvez. Le gingembre frais à boire en râpant, ça peut aller. Ah non, c'est pas les mêmes effets. Ça, c'est vraiment la compresse. Vraiment la compresse. Et la position en sphinx, comme ça, c'est indiqué? Ah bah ça dépend des personnes. Hein, dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne pourraient pas être comme ça. Donc il faut les laisser à plat. Dans les cas difficiles où, mettons, quelqu'un ne peut pas, vous pouvez même vous adapter, quoi. Vous pouvez même avoir la personne assise comme ça et faire la compresse comme ça. Donc suivant ce qui est confortable pour la personne. Dans les cas aigus de lumbago, ça peut être nécessaire. Donc vous faites une compresse et puis vous faites le point 40 pendant ce temps-là. Et vous avez une personne Avec qui le va... lancet, c'est comme ça. Comment? Avec le lancet, comme ça, on le fait. Le point 40, oui. Pour aider. D'accord? Alors, une version plus légère de cette même chose, un petit peu moins efficace, mais quand même efficace pour régénérer les reins, c'est de faire la version de la compresse avec de l'huile essentielle de gingembre. Mais l'huile essentielle de gingembre, il faut la diluer, sinon elle brûle. Okay? Maintenant, si ça brûle, sachez que ce n'est pas un problème, il suffit d'ajouter de l'huile porteuse, une huile, quelle que soit l'huile que vous choisissez, d'amande douce ou d'olive ou de sésame, etc. Il suffit de la diluer un peu plus, d'en rajouter et ça fait partir la brûlure. Mais donc le gingembre, ne le mettez pas pur. Pareil pour la cannelle, ne mettez pas ça pur, ça brûle. Hein. Vous les diluez et donc vous pouvez, vous voyez dans ce cas-là, diluer l'huile essentielle de gingembre avec une huile porteuse, hein, et puis vous frictionnez le bas du dos et vous mettez une bouillotte dessus. D'accord? Ce qui est d'ailleurs aussi avec l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est pareil, c'est un peu plus simple que la compresse de gingembre. Vous mettez de l'huile de ricin directement sur la peau, sachant que la seule difficulté avec l'huile de ricin, si vous la connaissez bien, elle est super épaisse, c'est son pouvoir, mais si vous tâchez quoi que ce soit avec, c'est fini. Hein, si vous tâchez votre divan préféré, votre chemise de nuit préférée, votre pyjama préféré, c'est fini. On ne peut pas nettoyer l'huile de ricin. Moi, ce que je fais, je m'embobine de cellophane Ouais. avec et je le mets sur un tissu. On mouille le tissu. Alors, vous pouvez faire les deux. Soit vous pouvez imbiber un tissu d'huile de ricin. Imbiber comment? Parce qu'elle ne se tale pas sur le tissu. Vous prenez une petite étoffe un peu épaisse pour qu'elle puisse pénétrer dedans. Hein. Donc, soit plusieurs couches de coton, ou bien il y a une sorte de flanelle qu'on vend dans les magasins bio maintenant pour faire des compresses d'huile de ricin. Donc, vous en mettez dessus
et vous la posez directement sur l'abdomen. Ou bien vous vous frottez l'abdomen d'huile de ricin, vous posez un tissu dessus et puis la bouillotte dessus. Ou alors, si on fait le tissu imbibé d'huile de ricin, on met un plastique dessus ou des enveloppés, et puis une source de chaleur, une bouillotte, pour faire pénétrer la chaleur. Donc les bains de pieds, on en a déjà parlé, maintenant vous comprenez, et ça peut être très simple. Alors, ce qui endommage l'énergie des reins, on en a déjà parlé, l'excès de froid, les glaces et les boissons glacées, les excès de sel, donc particulièrement le sodium, mais les excès de sel en général, tout ce qui est toxique, l'acide urique, les pesticides, c'est vraiment comme les nappes phréatiques de la Terre. Nos reins sont nos nappes souterraines, nos nappes phréatiques, notre océan. Donc, ils vont souffrir exactement des mêmes choses que ce qui fait souffrir nos océans. Les excès de yang aux heures yin de la nuit, donc l'activité, l'ordinateur, le soir ou la nuit. C'est-à-dire que, idéalement, les heures yin de la nuit sont pour le repos. Les aliments préparés, alors si je dis ça, c'est que tous les aliments préparés, y compris les préparations bio, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, en général, le sel qu'ils utilisent est de qualité moyenne, dans le meilleur des cas, hein, le plus souvent, et en plus, pour conserver les aliments, on met toujours plus de sel que ce que vous mettriez si vous les préparez chez vous. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, qu'il ne faut jamais le faire, mais si vous le faites, il faut le savoir et éviter de toujours manger des choses préparées industriellement, y compris, je ne sais pas moi, les carottes râpées qu'on achète dans le magasin bio. Une fois de temps en temps, ça va, mais forcément, ils vont mettre plus de sel ou de l'acide urique et des choses qui ne conviennent pas et qui sont à long terme, si on ne fait que ça, qui vont endommager les reins. D'accord? Manger tard le soir, ça c'est pas facile en France, mais disons que idéalement, il faudrait 3 heures entre la fin d'un repas et le moment d'aller se coucher pour que la digestion soit terminée. Et aussi éviter l'excès de stimulants. Hein, les stimulants, alors ce qu'on appelle stimulants, c'est bien sûr café, chocolat, alcool, etc. Donc tous les excès de stimulants vont fatiguer les surrénales. Et bien sûr les excès sonores, également à l'exposition au bruit tout le temps. Donc des gens qui sont exposés à des bruits très forts tout le temps, bon, ça va épuiser les reins aussi. Tout ce qui est également tout ce qui est très frénétique, hein, les activités frénétiques, etc. Comment remplacer le... Parce qu'en fait, je pense comment remplacer le café? Parce que moi, j'ai absolument besoin du café pour démarrer. Alors, redites-moi ça. Comment remplacer le café? Parce qu'effectivement, le café, c'est un stimulant, et je pense à des personnes qui disent, moi, j'ai absolument besoin de ça. Ah oui. Ah oui. Alors déjà, le fait d'avoir absolument besoin du café pour démarrer la journée montre que les reins déjà sont affaiblis. Ah oui. Alors maintenant, il y a aussi suivant je crois qu'à un certain niveau, on sait, c'est-à-dire que quand on est plus jeune, je dirais une tasse de café, peut-être par jour, mais ça dépend des personnes. Vous avez des personnes même jeunes, dès qu'ils prennent du café, ils ont des palpitations. Ou bien vont avoir des cystites, des infections urinaires. Il y a beaucoup de femmes en particulier qui ont cette situation. Donc, bien évidemment, pour ces personnes, le café n'est même pas une solution. Mais pour des personnes
en bonne santé, qui ne sont pas particulièrement agités après une tasse de café. Je dirais une tasse de café par jour, à mon avis, c'est à peu près le maximum. Maintenant, en vieillissant, en général, on tolère moins le café. Et là, je peux parler d'expérience. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'abus, dans ma jeunesse, comme beaucoup de monde. Mais j'en ai fait énormément. Je buvais une tonne de café. Hein. Je faisais une cafetière le matin avant de partir et je buvais avant de partir. Maintenant, je bois une tasse de café, je ne peux plus supporter. Tout de suite. Enfin, de temps en temps, une tasse, mais vraiment, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'en vieillissant, et j'en ai abusé, j'ai perdu la capacité de prendre du café. Et maintenant, c'est tout de suite, j'en sens l'effet vraiment profondément, quand il y a une palpitation, etc. Voilà. Donc, par quoi le remplacer? Il y a des succès d'année de café. Chicorée, il y a un truc, par exemple, qui s'appelle le Yano. Je ne sais pas si vous connaissez le Yano, c'est une préparation qui est faite avec de la chicorée, qui est bonne. Des choses qui peuvent passer un peu mieux pour certaines personnes, ça peut être des thés un peu moins forts que le café, suivant la digestion. Par exemple, le chai est quelque chose qui peut passer pour certaines personnes parce qu'il y a des épices réchauffantes dedans et que c'est plus facilement digéré. Certaines personnes ne peuvent pas supporter le café et pourront supporter mieux un peu de maté, par exemple. Le thé vert à jeun, en général, c'est trop acide. Trop acide. Après manger, oui. Mais alors, on a parlé du sel de bonne qualité, hein, donc qui est composé au minimum de 70% de minéraux. Donc, le sodium avec des minéraux est alcalin, le sodium tout seul est acide. Alors, l'acide urique et l'acidose. Ça, j'en ai fait une diapo un peu plus détaillée parce que c'est vraiment un problème très commun dans notre monde actuel, parce qu'on parle toujours, il y a une sorte d'obsession, obsession moderne, on va dire, avec les protéines. Est-ce qu'il y a assez de protéines? Ah, vous êtes végétarien, est-ce que vous êtes sûr que vous avez suffisamment de protéines? Là, c'est cette obsession des protéines. Or, la vérité, c'est qu'on est dans une civilisation où le problème n'est pas le manque de protéines, mais l'excès de protéines. À moins que les personnes soient anorexiques, ou qu'ils vivent dans des pays où il n'y a pas suffisamment à manger, là, on va avoir déficience et manque de protéines, mais manque de nourriture tout court. Mais avec l'alimentation moderne, le problème n'est pas du tout le manque de protéines, ça c'est l'industrie alimentaire qui veut promouvoir ses produits, en particulier l'industrie de la viande. Tout ça, ça a été basé sur l'industrie de la viande et le développement des abattoirs. On a besoin de protéines. Et on nous l'apprend, on nous l'enseigne, donc tout le monde a appris cela. Or, ce qui se passe, c'est que c'est l'acide urique qui provient du métabolisme des protéines. Okay? Or, l'acide urique, il attaque les reins. C'est pour cela que j'en parle ici. Donc, par exemple, vous savez, les chats qui ont souvent des problèmes de reins, eh bien, c'est parce que leur alimentation est trop protéinée. Ils mangent trop de protéines. C'est un carnivore, je crois. Mais quand même. Quand même. Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'il a... Oui, mais si un chat... Parce qu'il ne se dépense pas assez, c'est tout. Non. Un chat, si vous avez un chat qui est dans la nature, il va peut-être manger une souris par jour. Ah oui, mais s'il en mange trop, alors. Voilà, exactement. Le gras de viande, c'est très important. De quoi? Le gras de viande.
On mange de la viande, moi je vous le dis. Ça, vous allez choisir, moi ça fait 40 ans que je suis végane. Alors, voilà. hein. On n'est pas trop d'accord. Non, là-dessus, non, on n'est pas d'accord. Parce que je l'ai réintégré, parce que j'étais comme moi pour manger machin, donc c'est pas si évident de dire il faut pas manger de viande, pas de gras. Moi, on m'a tout remis en place parce que justement je faisais un peu ça. Ouais, mais c'est une autre discussion qu'on aura. Je pense pas, moi, que c'est nécessaire. J'en mange pas depuis 40 ans, ça m'a jamais posé Mais de parce que problème. vous savez bien tout bien l'équilibrer partout, je pense. Peut-être. Ah, Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on en mange trop. On peut déjà se mettre d'accord là-dessus. Vous prenez des comprimés de B12 ou Le B12, oui. Oui. Parce que la question, c'est B12 et B. Voilà. Et le B12, alors là encore, vous allez tellement vite qu'on n'arrive pas à vous suivre. Le B12, il y a toute une discussion là-dessus. Donc en particulier, il y a un médecin qui s'appelle le docteur Bernard aux États-Unis qui il pense que justement avec notre alimentation déséquilibrée depuis très longtemps, on a perdu la capacité de créer notre propre B12, alors que les animaux ont cette capacité de produire leur propre B12 à partir des intestins. Mais les intestins humains ont perdu cette capacité à créer leur propre B12. Donc, jusqu'à ce que ça puisse se rétablir, et je ne sais pas combien de temps, c'est sûr que c'est un supplément que personnellement je prends. Pas toujours, mais par période. Donc voilà. Sinon, donc, les aliments à réduire, oui. Je crois qu'on trouve le pollen. Dans quoi? Le pollen. Oui, ça c'est pas certain. C'est vraiment pas certain. On a fait des examens. Et puis il faudrait en manger beaucoup. Hein. Ouais. Donc les aliments à réduire, les viandes, les abats en particulier, les riz de veau, les rognons, foie, cervelle, tripes, cœur, etc., etc. Et certains poissons en particulier qui sont d'ailleurs ceux qui vont déclencher la goutte chez certaines personnes parce qu'elles sont très élevées en acide urique. Donc les sardines, les anchois, le hareng, la truite, la carpe et le brochet sont certains des poissons qui en sont. Donc, diminuer la consommation de viande, les purines végétales ne se transforment pas en acide urique. Même l'oseille, le chou, les épinards ou le thé ne vont créer d'acide urique. Éviter les aliments susceptibles de déclencher une crise de goutte aiguë, et ceux qui en souffrent connaissent bien les signes. Donc les alcools, le porto, le vin blanc plus particulièrement, les corps gras, certains aliments particuliers à chaque patient, chocolat ou champignons dans certains cas. Oui. Le chocolat à plus de 80%. Je veux pas de chocolat. Ah non, c'est pas possible. Si ça fait rire tout le monde, c'est parce que dans un autre stage, dans tous mes stages, je sais qu'à chaque fois qu'on commence à parler de nourriture, arrive tout de suite le moment de la négociation. Alors, un petit peu, ça ne peut pas faire de mal, ou alors, comme votre question, allez, ce chocolat, il est à 80%. Alors, Et les champignons, c'est tous les champignons? tous les champignons sauf les champignons séchés. Par exemple, Champignons noirs, champignons oui, champignons noirs, le reishi, des choses comme ça. Les shiitake séchés, tout ça, ça va. Les faire sont des corps. Alors, les champignons. Alors là, on est dans le gourmet des champignons. Les champignons séchés, de manière générale, seront moins toxiques pour des personnes sensibles et qui ont des crises de goutte parce qu'il n'y aura plus la levure et le... comment est-ce qu'on dit? Mold. Mold, c'est ça? Les moisissures, les levures et l'humidité du champignon.
Donc, il est vrai que les champignons séchés, de manière générale, peuvent passer beaucoup mieux. Dans certains cas aigus, les personnes le seront parce qu'ils auront les symptômes habituels. Donc, dans les cas de candidose, par exemple, dans certains cas, il faut éviter tous les champignons ou alors seulement les champignons séchés. Tout ce qui va être susceptible de créer une macération. Pour revenir à votre question, le chocolat à 80%, bon, ce qui est sûr, c'est que en général, il y a très peu de gens qui mangeraient du chocolat s'il n'y avait pas de sucre avec le chocolat. C'est le sucre qui le rend intéressant. Voilà. Donc si vous pouvez trouver des chocolats sans sucre, le chocolat par exemple, vous savez, avec de la stevia ou du chocolat, c'est déjà mieux. Et suivant votre constitution et c'est-à-dire il faut, là c'est là où le diagnostic est important, c'est-à-dire là le chocolat c'est une graisse, une graisse très, c'est une noix, une graisseuse, c'est pour ça qu'on en extrait du chocolat. Donc pour certaines personnes, prendre du chocolat, ça sera suffisant pour déclencher une migraine, comme le vin rouge. Beaucoup de personnes ont des maux de tête après avoir mangé. C'est-à-dire que ça affecte le foie et la vésicule biliaire. Donc, de manière générale, de toute façon, le chocolat, même si on n'y est pas sensible, c'est quelque chose vraiment d'occasionnel. Ça ne devrait pas faire partie des nourritures quotidiennes. J'ai vu qu'on demandait aussi, qu'on fait aussi la graine de cacao direct, les gens croquent. Oui. La fève de cacao. Oui. Alors, vous pouvez essayer, mais enfin, n'oubliez pas que le chocolat, c'est quand même un stimulant. Ok? C'est un stimulant. Ça veut dire que s'il y en a qui aiment ces graines de cacao sans sucre et qui en veulent de temps en temps, oui, mais c'est un stimulant. Voilà. Donc ça veut dire que tout excès de stimulant va fatiguer les reins. Oui. L'acide urique provient de la digestion de la viande. Oui. Contenu dans la viande. De la digestion. La digestion qui fait Et donc les sardines et pas le saumon alors? Ah non, mais bon, voilà, je vous donne ça à méditer, et puis vous voyez ce qui vous parle. Et puis écoutez votre corps. Je dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est vraiment de se mettre à l'écoute de son propre corps. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'êtes pas sûr sur le chocolat, est-ce que ça me fait du bien, ça me fait pas du bien, ça me fait plaisir, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Arrêtez pendant 3 semaines. Voyez comment vous vous sentez. S'il y a un mieux, que vous, je sais pas, vous dormez mieux, etc., ça veut dire que vous en prenez trop. Si par contre il n'y a rien Oui, alors ça, on verra ça aussi plus tard. Là, je veux juste, encore une fois, écoutez-moi, on est le premier week-end de cette formation de 3 ans, donc on va voir plus en profondeur thérapie alimentaire à la chinoise et aussi, on va voir tout ça. Là, je vous pose, on parle de la santé des reins, hein, donc c'est pour cela que j'ai mis cette section, parce que c'est ça qui affaiblit les reins. L'acidose, et en particulier donc l'acide urique, et certains aliments en sont particulièrement riches, ou vont causer des réactions. Encore une fois, les gens qui souffrent de la goutte, ils les connaissent bien, tous ces aliments. Ils vous le disent. Ah ben oui, je sais ce que j'ai fait. Les gens qui souffrent de la goutte. Oui, qui souffrent de ben, ta goutte. quels symptômes?
Ben, ils ont mal au pied, aux gros orteils en particulier qui gonfle, qui devient extrêmement douloureux. C'est violent, très très violent. On ne peut pas supporter les draps. Ouais, c'est très très violent. Hein? On en meurt? Enfin, il y a longtemps. Mais c'est très très douloureux. Très très douloureux. C'est une forme d'arthrite. Si ça se soigne. C'est une forme d'arthrite. Une forme d'arthrite aiguë. Extrêmement douloureuse. Oui, oui, il y a d'excellents remèdes. La médecine chinoise, elle soigne l'acidose? Oui. Ah, c'est pas maintenant. Oui. Mais non, parce qu'ils vont en passer au plan. Ok, écoutez, j'ai promis en bas. Qu'on prendrait la pause à la nuit. On est déjà un petit en retard parce qu'ils veulent faire une cérémonie du thé pour l'autre groupe. Et demain, vous aurez droit à votre cérémonie. Donc, allez-y et revenez dans une vingtaine de Ouais, tout ce dont on a parlé dans ton Ah non, ça non, non, parce que c'est oui. Oui, mais enfin, c'est vraiment, même si ça là, il faut regarder dans ça, c'est vraiment lié au donc ça, c'est un remède. Et puis, oui, donc, il y a forcément un élément qui n'est pas bon, ça peut être